Bonjour et bienvenue dans ce cours sur les réseaux informatiques. Ce cours est composé de plusieurs chapitres. Dans le premier chapitre, je donnerai une définition, j'indiquerai les caractéristiques, je préciserai les performances d'un réseau. Dans le deuxième chapitre, je vais vous raconter un peu d'histoire sur l'origine et l'évolution d'Internet. Et je vais lister les services disponibles que nous utilisons tous les jours sur Internet. Ensuite, nous nous intéresserons aux différentes classifications des réseaux. Dans le chapitre intitulé « Équipement d'interconnexion », je vous présenterai quelques éléments de l'infrastructure d'un réseau. Ensuite, je vous indiquerai les types de connexion et de communication possibles dans un réseau. À partir du chapitre 6, nous nous intéresserons aux protocoles qui régissent l'échange de données au sein d'un réseau. Je vais donc commencer par présenter le modèle de référence OSI. Ensuite, je présenterai le modèle TCP/IP et l'ensemble des protocoles utilisés pour le transfert des données sur Internet. Vous allez découvrir que même si le modèle de référence OSI est universellement reconnu, historiquement et techniquement, le réseau Internet et les réseaux fonctionnant avec la même technologie s'appuient sur le modèle TCP/IP. Nous nous intéresserons particulièrement au protocole de réseau local Ethernet et au protocole d'Internet IP et TCP. Ce cours sera clôturé par une introduction au réseau sans fil Wi-Fi. Je vais commencer par une introduction répondant à cette question. Qu'est-ce qu'un réseau? D'une manière générale, tout ensemble d'entités, objets, personnes, machines, etc., interconnectés les unes avec les autres, forment ce qu'on appelle un réseau. À titre d'exemple, le réseau de transport, le réseau téléphonique, le réseau de neurones et les réseaux informatiques, etc. Et un réseau informatique n'est rien d'autre que deux ordinateurs au plus reliés par câble ou par onde radio dans le cas du Wi-Fi, afin de pouvoir échanger des informations sous forme de données numériques. Donc, chaque ordinateur ou bien un équipement réseau comme un routeur, un concentrateur ou bien un commutateur connecté au réseau est dit sur le réseau. Et le terme technique désignant un ordinateur sur le réseau est nœud. À quoi servent-ils les réseaux? Entre autres, un réseau permet le partage de fichiers, par exemple des PDF, des images, vidéos, etc. Le partage de ressources, comme une imprimante partagée entre les utilisateurs du réseau, et de programmes ou bien des applications. La communication entre personnes, grâce au courrier électronique, la discussion directe via par exemple WhatsApp, Zoom, Discord, etc. Troisièmement, la communication entre des machines industrielles, par exemple les automates programmables industriels, et la garantie de l'unicité de l'information stockée dans des bases de données. Donc, tous les réseaux ont en commun un certain nombre d'éléments et de caractéristiques. Premièrement, la notion de serveur client. Donc, l'ordinateur du réseau qui possède les disques, l'imprimante et les autres ressources partagées avec les autres ordinateurs du réseau est un serveur. Et tout ordinateur qui n'est pas un serveur est un client. Deuxièmement, le support de connexion. Ce sont les câbles qui relient physiquement les ordinateurs, ou bien les points d'accès Wi-Fi qui relient les ordinateurs via les ondes radio. Troisièmement, les données partagées. Ce sont des fichiers fournis aux clients par les serveurs. Dernièrement, dans un réseau, on trouve des ressources. Ce sont les services ou les éléments qui sont accessibles aux membres du réseau. Chaque réseau possède un nombre de caractéristiques. Je cite, la topologie qui définit l'architecture physique ou logique d'un réseau. Le débit exprimé en bits par seconde qui mesure la quantité de données numériques transmises par seconde à travers le réseau. La distance maximale, ce qu'on appelle la portée du réseau, qui dépend de la technologie mise en œuvre. Et enfin, le nombre de nœuds maximum que l'on peut interconnecter sur le réseau. Vous savez maintenant qu'un réseau a pour objectif le transport de l'information entre les clients, ou bien un ordinateur et un serveur. Donc, ces informations
encercle-t-il ce qu'elle forme sur le réseau? Pour mieux comprendre, prenons l'exemple d'une image que l'on veut envoyer d'une machine à une autre. On connaît la taille de l'image et l'ordre d'envoi des éléments. Par exemple, carré par carré, ligne par ligne, en commençant en haut à gauche pour finir en bas à droite. Il est donc impossible d'envoyer l'image telle qu'elle, sans la coder. Donc la séquence de couleurs à envoyer en notant blanc par B et noir par N est donc une manière de coder la couleur de chaque carré consiste à associer une valeur à chaque couleur possible. Par exemple, 1 à B, le pixel sur l'écran est allumé, et 0 à N, le pixel est éteint. Donc la suite de chiffres codant l'image est à l'heure 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1 jusqu'à 1, 1, 1, 1, 1. Donc les données informatiques sont représentées par des nombres binaires, base 2. L'utilisation de la base 2 garantit de pouvoir représenter un état stable d'un système physique. Par conséquent, sur un système informatique, les données sont représentées par une suite de 0 et de 1, correspondant à des états différents sur le support physique. Ces états peuvent être des tensions différents en fonction du codage utilisé. Les caractéristiques d'un réseau comprennent ses performances, représentées par le débit, le taux d'utilisation et délai de transmission et de propagation. Le débit correspond à la quantité de données numériques transmises via le réseau selon un intervalle de temps donné. Donc, le débit égale la quantité d'informations divisée par le temps. Le débit d'un réseau s'exprime généralement en kilobits par seconde. Il faut distinguer le débit nominal, qui est la quantité maximale théorique d'informations pouvant être transmises, et le débit utile, qui est la quantité d'informations effectivement transmises par unité de temps. Donc, le rapport entre ces deux débits donne ce qu'on appelle le taux d'utilisation du réseau. Ce taux est toujours inférieur à 100%. Ceci est dû, entre autres, aux pertes sur les lignes de transmission et à l'intervalle de temps laissé entre l'envoi de deux messages. Parmi les performances d'un réseau, on trouve les délais de transmission et de propagation. Le délai de transmission correspond au temps mis pour transmettre la quantité d'information du message. Le délai de transmission égale la quantité d'information divisée par le débit. Et le délai de propagation, quant à lui, correspond au temps mis pour que le signal se propage sur le matériel. Notez que les équipements traversés peuvent introduire des retards. Donc, le délai de propagation égale la distance parcourue divisé par la vitesse, plus le retard. Enfin, le délai total égale le délai de transmission plus le délai de propagation. Prenons maintenant un exercice. Soit une image au niveau de gris, de taille 512 par 128 pixels. Chaque pixel est de 1 octet. Donc, combien de temps va durer sa transmission sur une liaison à 1,5 kilobits par seconde? Si on envoie 110 pixels à la seconde, calculez le taux d'utilisation de la voie. Troisième question, si le taux d'utilisation est de 80%, combien de pixels envoie-t-on à la seconde? Et combien de temps met-on pour envoyer l'image? Prenez 5 minutes pour réfléchir. Voilà, donc nous avons une image de 512 par 128. Donc l'image contient au total 65 536 pixels. Chaque pixel est de 1 octet. Donc l'image a une taille de 65 536 octets. Un octet contient 8 bits, donc l'image contient 524 000 et des poussières bits. Donc par définition, le délai de transmission égale la quantité de données à transmettre divisé par le débit. Dans notre cas, le débit est de 1500 bits par seconde. Donc, la transmission de cette image va prendre 349 secondes. Maintenant, si on envoie 110 pixels à la seconde, quel est le taux d'utilisation de la voie? Nous avons 110 pixels par seconde, c'est-à-dire 110
octets par seconde, c'est-à-dire 880 bits par seconde. Par définition, le taux d'utilisation égale quoi? Le débit utile sur le débit théorique. Donc, 880 divisé par 1500 multiplié par 100 égale 58%. Maintenant, si le taux d'utilisation est de 80%, combien de pixels envoie-t-on à la seconde? Voilà, c'est simple, il faut multiplier 1500 par 0,8. Donc, on peut envoyer 150 pixels par seconde si le taux d'utilisation est de 80%. Maintenant, le délai de transmission de cette image avec un taux d'utilisation de 80% est égal à la quantité de données à envoyer divisé par le débit. Le débit d'un taux d'utilisation de 80% est 1200 bits par seconde. Donc, ça donne 436 secondes. Je vais vous raconter maintenant un peu d'histoire sur l'origine et l'évolution d'Internet. Ensuite, je vais vous lister les services disponibles que nous utilisons tous les jours sur Internet. Internet pour Interconnected Network ou bien réseau interconnecté en français est un réseau informatique mondial composé de millions de réseaux aussi publics que privés, universitaires, commerciaux et gouvernementaux. Donc, l'interconnexion entre ces réseaux via des routeurs constitue ce qu'on appelle Internet. À l'origine, Internet est le fruit d'une collaboration entre les militaires américains, des universitaires et des chercheurs. Son histoire ne remonte pas très loin, puisque tout commence dans les années 60 aux États-Unis. En 1957, en pleine guerre froide, le ministère de la Défense américain créait l'ARPA, dans le but de développer de la recherche scientifique à des fins militaires. L'ARPA pour Advanced Research Project Agency, agence pour les projets de recherche avancés. Le but est de permettre aux communications de résister à un conflit nucléaire, en remplaçant un système centralisé par de nombreuses machines reliées entre elles. Donc, en cas de destruction partielle, les machines restantes doivent être capables de se reconnecter entre elles en utilisant les lignes en état de marche. Le point de départ d'Internet a été la naissance d'ARPANET en 1969. Donc, après plusieurs années d'études et de recherche, c'était un réseau de 4 mini-ordinateurs qui a été mis en service à l'Université de Los Angeles en Californie. Et dans les années qui ont suivi, de plus en plus d'universités et d'instituts de recherche se sont joints à eux. Ensuite, lors de la première conférence internationale sur les communications informatiques à Washington en 1972, est apparue la nécessité de mettre en place des plateformes ou bien des protocoles de communication communs. Donc, entre 1972 et 1974, sont réalisées les premières spécifications des protocoles Internet, comme par exemple FTP et TCP. Et en 1977, le format des messages électroniques est défini. Et grâce au protocole TCP/IP, les réseaux peuvent s'interconnecter. C'est la naissance d'Internet dont les militaires se détachent définitivement en créant leur propre réseau Mailnet. Ensuite, l'ARPANET est intégré au réseau de la National Science Foundation en 1990. Ce réseau est donc le point de départ d'Internet. Depuis 1993, les fournisseurs d'accès permettent à des millions de particuliers de rejoindre Internet, rendu dorénavant facilement accessible par la création du web et l'apparition de la première interface conviviale de navigation connue sous le nom de Mosaic. Et à partir de 1996,
le nombre de connexions augmente d'une manière exponentielle. En 2021, on comptait déjà 4,5 milliards d'ordinateurs connectés. Au sujet de l'histoire d'Internet en France, c'est à la fin des années 80 que le réseau mondial arrive en France. Mais ce n'est qu'à partir de la deuxième moitié des années 90 et surtout à partir de 2021 qu'Internet connaît une plus large diffusion en France. En 2020, à peu près 92% des Français sont des internautes. L'année 1992 a connu la création de Inter, qui est un réseau de télécommunications français reliant différents établissements d'enseignement et de recherche entre eux en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Donc, après cette brève histoire sur Internet, je vais mentionner les organismes de régulation, normalisation de l'Internet. Déjà, la question qui s'impose, qui gère-t-il Internet? La réponse à cette question est relative. En réalité, il n'y a pas de responsable d'Internet mondial. Mais chaque réseau privé ou bien public est géré par un certain nombre de personnes comme les administrateurs réseau. Donc, Internet n'appartient à personne. Mais il existe quand même des organismes de régulation et de normalisation. Ces organismes se chargent de la gestion de protocoles de communication, de noms de domaine, des adresses IP et de protocoles d'échange de fichiers. Nous allons maintenant nous intéresser aux services que nous utilisons sur Internet. Parmi ces services figure celui que nous utilisons tous les jours, le service web. Le web nous permet de consulter à l'aide d'un navigateur des contenus multimédia accessibles sur des sites web. Ensuite, nous avons le service de transfert de fichiers. Ce service est utilisé plus souvent pour envoyer des fichiers volumineux vers un autre ordinateur en toute rapidité. Le troisième service incontournable est le courrier électronique ou email. Ensuite, il y a les forums de discussion connus sous le nom de Usenet News. Ensuite, on trouve le service de session distante comme TeamViewer qui permet de contrôler à distance une station de travail. Enfin, le service de streaming audio et vidéo. Ces services fonctionnent au moyen de protocoles spécifiques à chacun d'entre eux. On trouve le protocole HTTP pour le web, FTP pour le transfert de fichiers, SMTP pour le service de courrier électronique, NNTP pour Usenet News, SSH pour les sessions distantes et le protocole SRTP pour le service de streaming. Donc, lorsque vous saisissez une adresse Internet dans votre navigateur web et qu'un site vous est affiché quelques secondes plus tard, cela signifie qu'une communication a été établie entre votre navigateur et le serveur web via HTTP. On peut donc dire que le HTTP est la langue dans laquelle votre navigateur web parle au serveur web afin de lui communiquer ce qui est demandé. Le fonctionnement du HTTP peut être expliqué très simplement à travers la consultation d'un site web. L'utilisateur saisit dans la barre d'adresse de son navigateur web exemple.com. Le navigateur envoie une requête correspondante appelée requête HTTP au serveur web qui administre le domaine exemple.com. Normalement, cette requête est de type « Merci de m'envoyer le fichier ». Le serveur web reçoit la requête HTTP, cherche le fichier désiré, dans notre exemple la page d'accueil de exemple.com, c'est-à-dire le fichier index.html. Et envoie dans un premier temps l'entête qui informe le client à l'origine de la requête du résultat de sa recherche.
Si le fichier a été trouvé, après l'entête, le serveur envoie le corps du message, à savoir le contenu à proprement parler. Dans notre exemple, il s'agit du fichier index.html. Le navigateur reçoit le fichier et l'affiche sous forme de site web à l'utilisateur. Ensuite, nous avons le protocole FTP pour File Protocol Transfer. Comme le protocole HTTP, FTP s'inscrit aussi dans un modèle client-serveur. Donc, avec une communication ou bien une connexion FTP, deux canaux sont ouverts. Tout d'abord, le client et le serveur établissent un canal de contrôle via le port 21. Ensuite, les deux participants à la communication peuvent établir le canal de données. Donc, les fichiers sélectionnés sont ensuite transportés ici. Ensuite, nous avons l'URL, le localisateur uniforme de ressources. Donc, une URL est un moyen universel de pointer un document où qu'il soit. Il s'agit d'un sous-ensemble de ce qu'on appelle les URL. Donc, la structure d'une URL correspond à la syntaxe d'URL. En tant que sous-catégorie d'URL, une URL est parfois synonyme du terme adresse Internet. Ceci est dû au champ d'application central de l'URL qui est l'adressage des pages web. Cependant, les URL sont pas limitées à cette fonction. Par exemple, vous pouvez utiliser des URL pour localiser les fichiers dans le système local de fichiers sur votre ordinateur. Ainsi, chaque adresse Internet est une URL, mais chaque URL n'est pas forcément une adresse Internet. Ensuite, on trouve le protocole SMTP, responsable de transfert de courrier électronique. Le processus de SMTP se déroule en 5 étapes. L'expéditeur télécharge l'email sur le serveur SMTP. Ensuite, le serveur SMTP contacte le serveur DNS qui recherche l'adresse IP du serveur SMTP cible. Ensuite, le serveur SMTP envoie l'email via un ou plusieurs Mail Transfer Agents MTA au serveur SMTP cible. Le serveur SMTP de destination stocke temporairement l'email dans le stockage temporaire d'email. Le destinataire télécharge l'email via les protocoles IMAP ou bien POP3. Le dernier protocole dont je vais vous parler dans cette partie est le Secure Shell, SSH. Ce protocole permet à deux ordinateurs d'établir une communication directe et sécurisée au sein d'un réseau potentiellement non sécurisé tel qu'Internet. SSH chiffre la connexion entre deux ordinateurs et permet d'utiliser un deuxième ordinateur à partir d'un seul. Donc, SSH possède de nombreuses applications. Premièrement, la gestion des serveurs auxquels il n'est pas possible d'accéder localement, le transfert de fichiers sécurisés, la création sécurisée de sauvegarde, ensuite la connexion entre deux ordinateurs utilisant le chiffrement de bout en bout, enfin la télémaintenance d'ordinateurs. Nous allons voir maintenant que les réseaux peuvent être classés soit par portée, soit par topologie ou par utilisation. Les réseaux peuvent être classés en 4 catégories selon leur portée. Il y a les réseaux personnels, Personal Area Network, la portée de ces réseaux ne dépasse pas une dizaine de mètres. Les LAN pour Local Area Network ou bien un réseau local en français, la portée de ces réseaux peut atteindre jusqu'à 1 km. Ensuite, nous avons les réseaux MAN pour Metropolitan Area Network ou bien réseau métropolitain, c'est le réseau à l'échelle d'une ville. Enfin, les réseaux étendus WAN pour Wide Area Network, la portée de ces réseaux varie en quelques centaines de kilomètres au monde entier. Donc, lorsque vous connectez votre smartphone ou imprimante avec votre ordinateur, vous créez un réseau personnel.
Le débit dans ce réseau ne dépasse pas quelques dizaines de mégabits par seconde. Par ailleurs, un réseau local est un réseau d'ordinateurs situé sur un même site. Les communications sur ce type de réseau sont généralement rapides et gratuites, puisqu'elles ne passent pas par le service ou bien les services d'un opérateur de télécommunications. Par ailleurs, les MAN interconnectent plusieurs LAN géographiquement proches à des débits importants. Ainsi, un MAN permet à deux nœuds distants de communiquer comme s'ils faisaient partie d'un même réseau local. Enfin, un réseau WAN peut couvrir une vaste zone géographique, tel qu'un continent. C'est donc le réseau qui couvre plus de 100 km. Il s'agit d'une interconnexion de petits réseaux constitués de réseaux LAN et des réseaux MAN. Les réseaux peuvent être aussi classés par leur topologie physique. En effet, une topologie caractérise la façon dont les différents équipements réseau sont positionnés les unes par rapport aux autres. Il y a 5 principales topologies. La topologie en maille, en bus, en anneau, en étoile et la topologie hybride. Une topologie maillée correspond à plusieurs liaisons point à point. Chaque nœud est relié à tous les autres. L'inconvénient est le nombre de liaisons nécessaires qui devient très important ou bien très élevé lorsque le nombre de nœuds est important aussi. La topologie réseau en bus est représentée par un câblage unique des unités réseau et la défaillance d'un nœud ne perturbe pas le réseau. Par contre, lorsque le support est en panne, c'est l'ensemble du réseau qui ne fonctionne plus. Un réseau a une topologie en anneau quand toutes les stations sont connectées en chaîne les unes aux autres par une liaison bipoint. Donc la défaillance d'un nœud rompt le réseau. La topologie réseau en étoile est la topologie la plus courante actuellement. Omniprésente, elle est aussi très souple aux manières de gestion et de dépannage d'un réseau. La panne d'un nœud ne perturbe pas le fonctionnement global du réseau. En revanche, l'équipement central, un concentrateur ou bien un commutateur, qui relie tous les nœuds, constitue un point unique de défaillance. Une panne à ce niveau rend le réseau totalement inutilisable. Enfin, la topologie hybride se caractérise par une combinaison des topologies citées précédemment. Les réseaux peuvent être classés aussi en fonction de leur utilisation. Ainsi, on distingue entre l'intranet et l'extranet, les réseaux internes et externes d'une entité organisationnelle, respectivement. Et Internet qui est le réseau des réseaux interconnectés à l'échelle de la planète. Nous allons maintenant nous intéresser aux différents équipements d'interconnexion utilisés dans les réseaux informatiques. L'infrastructure d'un réseau informatique se compose d'un certain nombre d'éléments physiques qui sont essentiels à la bonne transmission des données. Sur cette figure, vous pouvez voir que les ordinateurs sont reliés par un câble à un dispositif appelé E, qui est à son tour relié à un dispositif central appelé switch. Et le réseau local est connecté à Internet via un dispositif appelé routeur. Donc, nous allons commencer par présenter différents types de câbles. Le plus ancien câble est le coaxial. Il permet avec un équipement peu sophistiqué et d'un faible coût d'avoir des débits importants sur de longues distances. Ensuite, vous avez le câble à paire torsade. Ce câble est formé par un ensemble de paires de fils de cuivre mutuellement isolés et enroulés l'un autour de l'autre afin de réduire les interférences électriques. Le câble coaxial est utilisé par plusieurs normes, par exemple 10 base T et 10G base T. Ces mots, ce sont les noms techniques des spécifications indiquant comment utiliser les câbles pour transmettre des signaux par Ethernet. Par exemple, les valeurs 10, 100 et 1000 indiquent la vitesse en mégabits par seconde. Enfin, vous trouverez aussi des câbles en fibre optique qui relient
à grande vitesse des sites très éloignés, ou dans les grands immeubles de bureaux. Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété d'être un conducteur de la lumière et sert dans la transmission de données. Parce que les signaux lumineux qui se déplacent dans les fibres optiques ne sont pas soumis aux interférences électromagnétiques. Les connexions fibres sont extrêmement fiables. La seule chose qui peut interrompre une connexion fibre est la coupure physique de la fibre. Et pour pouvoir connecter un ordinateur à une prise Ethernet, deux ordinateurs entre eux ou bien un ordinateur à un switch ou à un routeur, vous avez besoin d'un connecteur de câble à paire torsade. Il s'agit du connecteur RJ45. Comme vous pouvez le constater dans un câble à paire torsadée, chaque paire de câbles est de l'une de ces couleurs, orange, vert, bleu ou marron. Les deux brins qui forment une paire sont complémentaires. L'un est blanc avec une bande colorée, l'autre est coloré avec une bande blanche. En effet, les câbles n'utilisent en réalité que deux des quatre paires, connectés aux broches 1, 2, 3 et 6. Lorsque vous reliez un câble à paire torsadée à un connecteur modulaire ou à une prise, il est crucial que les bons brins soient connectés aux bonnes broches. Donc, pour un câblage droit, vous pouvez adopter le standard T568A ou bien T560B comme l'indique le tableau. Par ailleurs, un câble croisé sert à relier directement deux périphériques sans passer par un commutateur. Il sert à relier directement deux ordinateurs, mais il est surtout utilisé pour relier des commutateurs. Donc, pour créer des câbles croisés, les brins à une extrémité du câble devront être inversés, comme indique cette figure et le tableau. Donc, pour créer un réseau, vous devrez relier tous les ordinateurs de ce réseau avec des câbles et utiliser un certain nombre de composants. L'élément indispensable est la carte réseau, qui assure la connexion physique entre l'ordinateur et le réseau. Il se trouve dans un ordinateur connecté au réseau. C'est une carte électronique qui porte le nom de carte réseau, mais elle est aussi appelée Network Interface Card. Bien que la carte réseau soit en général intégrée à la carte mère de votre ordinateur, vous avez la possibilité d'utiliser une interface réseau externe, reliée à l'ordinateur par le port USB de ce dernier. Le deuxième composant réseau s'appelle le répéteur. Comme son nom l'indique, il permet de régénérer et renvoyer le signal pour balayer la longueur maximale imposée par la norme d'un réseau. Le composant suivant est le concentrateur, ou bien hub. Il permet de concentrer le trafic réseau provenant de plusieurs nœuds et de régénérer le signal. Son unique but est de récupérer les données binaires provenant sur un port et de les diffuser sur l'ensemble des ports. Et à la différence du hub, le commutateur analyse les trames arrivant sur ces ports d'entrée. Il filtre les données afin de les aiguiller uniquement sur les ports adéquats. Ceci permet de réduire le trafic sur le câblage réseau. Pour ce faire, le switch possède une table de commutation qui fait la correspondance entre l'adresse MAC et le numéro de port de connexion. Le prochain composant est le routeur, qui est un élément intermédiaire dans un réseau informatique, assurant le routage des paquets. Son rôle est de faire transiter des paquets d'un réseau vers un autre, selon un ensemble de règles formant la table de routage. C'est un équipement de couche 3 du modèle OSI. Le dernier élément est la passerelle, qui est un dispositif permettant de relier deux ordinateurs informatiques différents, comme par exemple un réseau local et Internet. Ainsi, plusieurs ordinateurs ou l'ensemble du réseau local peuvent accéder à Internet par l'intermédiaire de la passerelle. Le plus souvent, il sert aussi de pare-feu, ce qui permet de contrôler tous les transferts de données entre le local et l'extérieur. Nous allons maintenant nous pencher sur les types de connexion et de communication qui peuvent être établis sur un réseau informatique.
Il existe trois types de modes de connexion. Le mode simplex, le mode half duplex et le mode full duplex. En mode simplex, l'expéditeur peut envoyer les données, mais il ne peut pas les recevoir. Il s'agit d'une connexion unidirectionnelle, comme par exemple dans le cas d'un clavier et un écran d'ordinateur. En mode half duplex, l'expéditeur peut envoyer et recevoir les données à tour de rôle. Il s'agit d'une liaison bidirectionnelle à tour de rôle, comme par exemple un talkie-walkie. En mode full duplex, l'expéditeur peut envoyer et recevoir les données simultanément. Il s'agit d'une communication bidirectionnelle simultanée. Quant au type de communication, vous trouverez les communications point à point et multipoint. Une communication de type unicast se fait d'un appareil du réseau vers un autre appareil du réseau. Par ailleurs, une communication multicast se fait à partir d'un appareil du réseau vers plusieurs appareils du réseau, mais pas tous. Enfin, une communication par broadcast ou diffusion se fait d'un appareil du réseau vers tous les appareils du réseau. Après avoir introduit les réseaux informatiques, leur infrastructure et les équipements indispensables dans le transport de données, nous allons s'intéresser maintenant aux protocoles qui définissent le format des données et les règles d'échange au sein d'un réseau informatique. Donc, pour qu'une communication d'information fonctionne, l'idée consiste à établir des règles à respecter par tous. C'est le protocole. En effet, au début des années 70, chaque constructeur a développé sa propre solution, auteur d'architecture et de protocoles privés. Il s'est vite avéré qu'il serait impossible d'interconnecter ces différents réseaux propriétaires si une norme internationale n'était pas établie. Cette norme, établie par l'International Standard Organization, ISO, est la norme Open System Interconnection, OSI, interconnexion de systèmes ouverts. Le premier objectif de la norme OSI a été de définir un modèle de toute architecture de réseau, basé sur un découpage en 7 couches. Chaque couche correspond à une fonctionnalité particulière d'un réseau. Une couche est constituée d'éléments matériels et logiciels et offre un service à la couche située immédiatement au-dessus, en lui épargnant les détails d'implémentation nécessaires. Donc, chaque couche gère la communication entre les machines du réseau en suivant un protocole. Avant de présenter le rôle de chaque couche du modèle OSI et pour vous approcher de son idée, prenons le cas d'une conversation entre deux individus. En fait, pour que cette conversation puisse avoir lieu, il faut 3 ingrédients nécessaires. Premièrement, il faut que les deux personnes connaissent et comprennent le sujet de la conversation. Deuxièmement, il faut que les deux personnes parlent la même langue et comprennent ses règles. Troisièmement, la prononciation et l'articulation des mots par les deux personnes doivent être correctes. C'est le support de communication. Donc, le support, les règles et la compréhension forment les couches. Le sujet, la langue et les paroles sont les protocoles mis en œuvre dans chaque couche. Ainsi, l'organisation en couches proposée par le modèle OSI présente les avantages suivants. Il permet de diviser les communications sur le réseau en éléments plus petits et simples. Uniformiser les éléments du réseau de manière à permettre le développement et le soutien multifournisseurs. Permettre à différents types de matériel et de logiciels réseau de communiquer entre eux. Enfin, empêcher les changements apportés à une couche d'influer sur les autres couches, ce qui assure un développement plus rapide. Intéressons-nous maintenant au modèle OSI et ses différentes couches. Le problème consistant à déplacer de l'information entre des ordinateurs est divisé en 7 petits problèmes, plus faciles à gérer dans le modèle de référence OSI. Les couches de 5 à 7 se chargent du traitement des données, présentation, encryptage, etc. Les couches de 1 à 4 se chargent du transport des données,
codage, représentation des données, etc. La couche physique réalise le transfert physique des éléments binaires sur le support de transmission. La couche liaison de données assure un transit fiable des données sur une liaison physique. De ce fait, il s'occupe de l'adressage physique MAC et la topologie du réseau et de l'accès au réseau. La couche réseau regroupe les données en paquets et assure l'adressage et le routage, c'est-à-dire le choix du meilleur itinéraire qui vont suivre les paquets. La couche transport concerne l'intégrité des données. En effet, il gère les connexions et garantit que les paquets seront reçus sans erreur, dans l'ordre et sans perte, ni duplication de données. La couche session assure l'ouverture et la fermeture des sessions entre les utilisateurs. La couche présentation met en forme les informations échangées pour les rendre compatibles avec l'application destinataire. Traduction des formats, compression, encryptage, etc. La couche application est la plus proche de l'utilisateur. Il fournit des services réseau aux applications de l'utilisateur. Voilà brièvement le rôle de chaque couche dans le modèle théorique OSI. Par ailleurs, même si le modèle de référence OSI est universellement reconnu, historiquement et techniquement, les réseaux fonctionnant avec la même technologie s'appuient sur un modèle de référence simplifié, c'est le modèle TCP/IP. Donc, TCP/IP a été inventé par le ministère américain de la Défense qui voulait un protocole robuste et fonctionnellement performant qui puisse servir à créer des réseaux étendus, capables de fonctionner même en cas de guerre nucléaire. C'est maintenant la communauté Internet qui gère l'évolution de TCP/IP. Le succès de TCP/IP, s'il vient tout d'abord d'un choix du gouvernement américain, s'appuie ensuite sur des caractéristiques intéressantes. C'est un protocole ouvert. Les sources développées en langage C sont disponibles gratuitement et ont été développées indépendamment d'une architecture particulière, d'un système d'exploitation particulier ou bien d'une structure commerciale propriétaire. Ce protocole est indépendant du support physique du réseau. Le mode d'adressage est commun à tous les utilisateurs de TCP/IP, quelle que soit la plateforme qui les utilise. Enfin, les protocoles de haut niveau sont standardisés, ce qui permet des développements largement répandus sur tout type de machine. Donc, la suite de protocoles désignés par TCP/IP est construite sur un modèle en couches, moins complet que la proposition de liaison. 4 couches sont suffisantes pour définir l'architecture de ce protocole. Application, transport, Internet et accès réseau. Intéressons-nous maintenant au rôle de chaque couche de ce modèle. La couche accès réseau se charge de tout ce dont un paquet IP a besoin pour établir des liaisons physiques. Cela comprend les détails sur les technologies réseau locales, ainsi tous les détails dans les couches physiques et liaisons de données du modèle OSI. Le protocole Ethernet, dont on va parler dans le chapitre suivant, est une implémentation de cette couche. Le rôle de la couche Internet consiste à envoyer des paquets sources à partir d'un réseau quelconque et à les acheminer à destination, indépendamment du trajet et des réseaux traversés pour y arriver. Le protocole qui régit cette couche s'appelle IP, Internet Protocol. L'identification du meilleur trajet et la commutation de paquets ont lieu à cette couche. La couche transport joue le même rôle que celle du modèle OSI. Elle gère l'ensemble du process de connexion. Les protocoles TCP et UDP sont des implémentations de cette couche. TCP est orienté connexion et assure des communications fiables dans le réseau. Enfin, la couche application assure l'interface entre l'utilisateur et le réseau et intègre aussi les services des couches session et présentation. Nous allons s'intéresser maintenant à un principe important de la communication réseau. C'est l'encapsulation. Pour communiquer entre les couches et entre les nœuds d'un réseau, TCP/IP a recours au principe de l'encapsulation. Donc, pour identifier les données lors de leur passage au travers d'une couche, l'appellation unité de données de protocole, PDU, est utilisée.
En effet, le PDU au niveau de la couche application s'appelle message. Au niveau de la couche transport s'appelle segment. Au niveau de la couche Internet s'appelle datagram. Et au niveau de la couche accès réseau s'appelle trame. Donc, lorsqu'une couche de la source reçoit des données, elle encapsule ces dernières avec ces informations, puis les passe à la couche inférieure. Le mécanisme inverse a lieu au niveau du destinataire. Au niveau de la couche application, les données sont encapsulées dans un en-tête application. Ensuite, le message est encapsulé dans un en-tête de la couche transport, ce qui nous donne un segment. Ensuite, le segment est encapsulé dans un en-tête de la couche Internet, ce qui nous donne un datagram. Et enfin, les données sont encapsulées dans un en-tête de la couche accès réseau, ce qui nous donne une trame. Par exemple, lors d'une navigation sur le web, une communication s'établit via le protocole HTTP entre votre navigateur et un serveur web. Donc, les données circulent à travers le réseau à partir de votre ordinateur jusqu'au serveur web et vice-versa. Ainsi, différents protocoles coopèrent pour livrer les données. Donc, les données de l'utilisateur sont encapsulées dans un en-tête de protocole au niveau de chaque couche. Donc, dans la suite de ce cours, nous nous intéresserons à ces protocoles et en particulier à Ethernet, IP et TCP. Commençons donc par Ethernet. Ethernet est une technologie normalisée permettant de connecter des ordinateurs pour former un réseau. Pouvez-vous représenter Ethernet comme une espèce de manuel de construction pour réseaux locaux et spécifier le type de câble à utiliser, la manière de les connecter entre eux, leur longueur, la façon dont les ordinateurs se transmettent des données via les câbles, et j'en passe. Notez qu'Ethernet fonctionne selon deux modes très différents, mais totalement compatibles. Le mode partagé et le mode commuté, qui permettent tous les deux de transporter des trames Ethernet. C'est quoi donc le rôle d'Ethernet? On peut distinguer deux rôles d'Ethernet. Premièrement, il définit le support d'interconnexion des machines ainsi que la topologie du réseau, le signal sur le support, le codage, le débit et les caractéristiques électriques du support de transmission. La manière d'accéder au support, c'est-à-dire comment pouvoir émettre sur la ligne. Les trames échangées entre les couches Ethernet. Deuxièmement, il rend service à la couche Internet. L'adressage MAC pour unique identifiant d'une interface réseau. L'envoi et la réception de trames sans garantie de remise ni de délai. Et plusieurs possibilités d'adresse de destination d'une trame. Unicast, multicast ou bien broadcast. Ethernet se caractérise par des débits peuvent aller jusqu'à 100 gigabits par seconde. La mise en œuvre d'un réseau en bus ou bien en étoile. Plusieurs supports peuvent être utilisés pour connecter les machines du réseau. Usage d'un protocole simple pour l'accès au réseau. Il n'y a pas d'un équipement maître de contrôle de réseau. Flexibilité pour connecter ou retirer une machine du réseau. Facilité de reconfiguration et maintenance. Et un coût de l'équipement réseau faible. Intéressons-nous maintenant au mode de fonctionnement d'Ethernet. Donc, le mode partagé indique que le support physique est partagé entre les terminaux munis de cartes Ethernet. Ainsi, lorsqu'une machine envoie une trame, toutes les autres machines reçoivent la trame. Une machine peut savoir si le message lui était destiné par l'adresse MAC, Media Access Control. Une machine recevant une trame avec une adresse destination qui n'a pas la sienne ignore la trame. Donc, dans ce mode, deux stations qui émettraient en même temps verraient leurs signaux entrer en collision. Ainsi, pour éviter les collisions, quand deux machines envoient leur trame sur le support en même temps, Ethernet utilise l'algorithme CSMA/CD.
Nous avons dit qu'une machine peut savoir si le message lui était destiné par l'adresse MAC. Donc, c'est quoi cette adresse? Une adresse MAC est une adresse physique unique gravée en dur à la fabrication sur la carte réseau d'un composant. Cette adresse est composée de deux couples de 3 octets. Les 3 premiers octets désignent le constructeur de la carte réseau et si l'organisation oui qui référence ces correspondances. Par exemple, les composants réseau fabriqués par Cisco peuvent être identifiés par 000006. Les 3 derniers octets désignent le numéro d'identifiant de la carte, dont la valeur est laissée à l'initiative du constructeur qui possède le préfixe. Donc l'adresse MAC se compose de 6 octets. Les 3 premiers pour identifier le constructeur et les 3 derniers pour identifier la carte réseau. Le bit B0 du premier octet indique si l'adresse est individuelle ou de groupe. Le bit B1 indique si l'adresse est universelle ou bien locale. Nous avons parlé du principe d'encapsulation un peu plus tôt. Nous avons dit que le modèle TCP/IP a recours au principe de l'encapsulation pour le transfert de données dans un réseau. Nous avons vu que l'encapsulation consiste à ajouter un en-tête de protocole avant que les données ne soient transmises à la couche inférieure. Pour rappel, dans le cas d'un service web, les données échangées sont encapsulées par un en-tête HTTP dans un message. Ensuite, le message est encapsulé avec un en-tête TCP dans un segment. Ensuite, le segment est encapsulé avec un en-tête IP dans un datagramme. Et enfin, le datagramme est encapsulé avec un en-tête Ethernet, ce qui donne une trame. Nous allons voir maintenant les différents octets qui composent une trame Ethernet. Le format de la trame est illustré sur cette figure. Donc, la zone préambule de cet octet permet à la carte réseau émettrice et réceptrice de synchroniser leur horloge. La zone SFD pour Starting Frame Delimiter d'un octet indique à la carte réceptrice que le début de la trame va commencer. Ensuite, 2 zones de 6 octets chacune contiennent les adresses MAC de la carte destination et la carte source. La zone longueur indique la longueur du champ de données provenant de la couche supérieure. Je note ici que les données sont le datagramme, c'est-à-dire les données de l'utilisateur encapsulées par des en-têtes des protocoles des couches supérieures. Ensuite, la zone donnée contient les données de la couche Internet et sa taille varie entre 46 et 1500 octets. Donc, si la taille de données est inférieure à 46, il devra être complété par des octets de bourrage pour atteindre la valeur de 46 octets. Enfin, la zone CRC permet au récepteur de détecter les erreurs. Intéressons-nous maintenant à une méthode utilisée par l'Ethernet partagée pour gérer l'accès au support de transmission. Le problème est de gérer le fait que toutes les stations soient connectées sur un même bus. Donc, les signaux électriques émis par les diverses stations circulent sur le même câble. Toutes les stations ont la même priorité sur un réseau Ethernet. Il faut donc gérer le problème que 2 stations peuvent émettre simultanément sur le câble. On dit qu'on gère la méthode d'accès au bus. Cette méthode est connue sous le nom de CSMA-CD, Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Les règles de CSMA-CD sont: les composants peuvent commencer à transmettre à n'importe quel moment. Les composants ne transmettent jamais lorsqu'ils détectent une activité sur le canal de transmission. Les composants interrompent leur transmission dès qu'ils détectent l'activité d'un autre composant au sein du canal, c'est-à-dire détection de collision. Et avant de procéder à la retransmission d'une trame, les adaptateurs patientent pendant une durée aléatoire relativement courte.
pour mieux comprendre, on suppose qu'il n'y a pas de trafic sur le bus et que les deux stations les plus physiquement éloignées veulent émettre. On désigne par ΔT le temps nécessaire à un bit pour parcourir la longueur maximale du réseau. Donc, la station A transmet une trame qui se propage sur le bus. Cette trame met un temps ΔT pour arriver presque au niveau de la station B. La station B qui écoute le bus le voit encore libre et l'on voit alors sa propre trame. Donc la collision a lieu au voisinage de la station B. Donc la station B détecte aussitôt la collision. Le signal de collision est constitué de la trame de A à laquelle se superpose la trame de B. On peut dire donc que la collision progresse vers A au fur et à mesure que la trame B avance. A continue toujours à émettre. Donc la trame B va mettre à son tour environ ΔT pour arriver à A. Enfin, la station A détecte la collision au bout de 2 ΔT. Ces figures mettent en évidence le fait que la durée d'émission d'une trame doit être supérieure à 2 fois le temps mis par une trame pour parcourir la longueur maximale du réseau. Si ce n'est pas le cas, la station A verrait la trame de B arriver, mais il ne pourrait pas savoir que sa trame est entrée en collision avec celle de B. Donc, afin que la détection de collision soit possible, il faut que le temps de transmission d'une trame soit 2 fois supérieur à son temps de propagation. Donc, soit un réseau Ethernet partagé au débit D et avec une longueur minimale de la trame M. Donc, il faut que M sur D soit supérieur à 2 fois L sur V. L représente la taille maximale du réseau et V la vitesse de propagation du signal. Ainsi, la station qui veut émettre doit envoyer un signal suffisamment long pour parcourir tout le réseau. La trame doit avoir une taille minimale qui dépend de la topologie. Donc, si une trame n'atteint pas cette taille minimale, on fait un bourrage. Par conséquent, plus une trame est grande, plus elle est efficace et moins de collisions se produiront sur le réseau. Voici maintenant le logigramme de l'algorithme du CSMA-CD. Donc, une machine du réseau écoute le trafic sur la ligne de transmission. Si le bus est occupé, la machine attendra un moment. Sinon, elle commence à envoyer. Ensuite, si une détection de collision a lieu, la machine arrête sa transmission. Puis, elle attend un moment. Sinon, la transmission continue jusqu'à la fin de la trame. Voilà, je vais terminer cette partie par un exercice. Par exemple, on considère un réseau Ethernet standard, travaillant à la vitesse de 200 mégabits par seconde. Donc, la question est la suivante. Donnez la longueur maximale pour ce réseau, si l'on considère que la longueur de la trame est au minimum de 100 octets. On prendra 300 000 km par seconde pour la vitesse de propagation. Réfléchissez 5 minutes avant de voir la réponse. Voici la réponse. Pour que la détection de collision soit possible, il faut que le temps de transmission soit supérieur ou égal à 2 fois le temps de propagation. On sait bien que le temps de transmission égale M sur D, c'est-à-dire la quantité d'informations à transmettre sur le débit. Le temps de propagation égale L sur V, la longueur de la ligne de transmission sur la vitesse. Donc, il faut que M sur D soit supérieur à 2 fois L sur V. C'est-à-dire, il faut que L
soit inférieur ou égal à m fois v sur 2t. Nous allons faire une application numérique. La taille de la trame est de 100 octets, c'est-à-dire 800 bits, multiplié par 300 000 km par seconde, divisé par 2 fois 200 millions bits par seconde, égale 0,6 km. Donc, pour que la détection de collision soit possible, il faut que la taille maximale de ce réseau ne dépasse pas 600 mètres. Donc, nous avons décrit en détail à la section précédente les techniques utilisées dans les réseaux Ethernet partage, dans lesquels un même câble est partagé par plusieurs machines. L'autre solution mise en œuvre dans les réseaux Ethernet est la commutation. Dans ce cas, le support physique n'est pas partagé. Cette solution change totalement la donne, puisqu'il n'y a plus de collision. Donc, quelles sont les caractéristiques de l'Ethernet commuté? Premièrement, l'Ethernet commuté reprend la même topologie que l'Ethernet partagé. Cependant, c'est l'équipement central qui change. Le commutateur switch prend la place du hub. Deuxièmement, le switch permet la segmentation des domaines de collision. Ainsi, dans un commutateur, les trames se croisent sans collision. Chaque port du commutateur est attaché à un segment qui possède son propre domaine de collision. L'étendue du réseau peut être augmentée sans limite de commutateurs. Un réseau constitué uniquement de commutateurs et de liaisons full duplex ne possède aucun domaine de collision. Troisièmement, l'Ethernet commuté offre des débits variés entre 1 mégabit par seconde et 10 gigabits par seconde. Donc, suivant l'adresse MAC, le commutateur achemine la trame vers un autre commutateur ou vers une machine connectée directement sur un de ces ports. Cela signifie que le commutateur intervient au niveau de la couche liaison de données. Et lorsqu'une trame arrive sur un port, le commutateur fait la correspondance entre ce port et l'adresse MAC source dans une table de commutation. Donc, pour mieux comprendre le principe de la commutation, prenons cet exemple où 5 ordinateurs sont connectés à un switch. Donc, lorsqu'une trame est reçue en entrée sur un port du switch, le switch met à jour tout d'abord sa table de commutation. Ensuite, le switch dirige la trame en fonction de l'adresse de destination. Donc, en fonction de cette dernière, deux cas de figure sont possibles. Si l'adresse est une adresse multicast, le switch renvoie la trame sur plusieurs ou tous les ports. Sinon, s'il s'agit d'une adresse unicast auto-après, c'est-à-dire il se trouve dans la table de commutation, le switch renvoie la trame vers le port correspondant à la destination. Sinon, il renvoie la trame sur tous les ports. Nous avons donc décrit le principe du protocole Ethernet. Maintenant, la question qui se pose est de savoir si Ethernet est suffisant pour connecter des réseaux. La réponse est non, parce que Ethernet est un protocole de réseau local. Il est utilisé pour connecter des machines qui se trouvent dans le même réseau. Par ailleurs, lorsque deux machines se trouvent dans deux réseaux différents, nous avons besoin de d'autres protocoles pour pouvoir les interconnecter. C'est le cas de des réseaux Internet. Donc, ces protocoles permettent le routage de paquets, le transport de données d'une manière fiable, l'adressage mondial des stations et l'interconnexion de réseaux différents. Il s'agit des protocoles IP et TCP. Donc, les deux prochaines parties seront consacrées à ces deux protocoles. Je vais commencer donc par le protocole IP. Le protocole Internet IP est la méthode d'adressage privilégiée des réseaux hiérarchiques. À mesure que les données circulent vers le bas du modèle TCP, elles sont encapsulées au niveau de chaque couche. Au niveau de la couche Internet, les données sont encapsulées dans des paquets nommés datagrammes. Le protocole IP détermine le format de l'entête IP qui comprend les informations d'adressage et de contrôle. Quelles sont donc les caractéristiques de ce protocole? Premièrement, c'est un protocole
conçu pour s'adapter à des types de réseaux différents. Deuxièmement, c'est un protocole consiste à acheminer des paquets indépendamment. Enfin, les routeurs IP font au mieux pour acheminer des paquets vers sa destination. Donc, le rôle des équipements IP, particulièrement les routeurs, consiste à acheminer les paquets de la source vers la destination en utilisant les tables de routage. Gérer la fragmentation des paquets dans le cas où le réseau emprunté impose des restrictions au niveau de la taille maximale autorisée. Ce principe est illustré dans cette figure. Cet ordinateur veut envoyer un message à celui-là. En supposant que le réseau local où se trouve cet ordinateur impose une taille maximale à ne pas dépasser. Ainsi, le message sera divisé en 3 paquets avant d'être mis sur le réseau. Ensuite, ces paquets sont acheminés vers ce routeur par le commutateur. Ce routeur est la passerelle par défaut de ce réseau. Ensuite, sur la base de sa table de routage, la passerelle achemine les paquets vers d'autres routeurs. Ces routeurs transmettent ensuite les paquets à ce routeur. Ce dernier est la passerelle par défaut pour le réseau où se trouve l'ordinateur de destination. Enfin, la passerelle se charge de délivrer les paquets à destination. Donc, comme vous pouvez le constater sur cet exemple, les paquets peuvent prendre des chemins différents, peuvent être perdus et peuvent arriver à destination en désordre. Ainsi, comme nous l'avons dit, le protocole IP se charge seulement d'acheminer les paquets de l'adresse IP de la machine source vers l'adresse IP de la machine de destination, sans faire de ceci sur d'autres problèmes. Et pour mieux comprendre comment les protocoles coopèrent pour établir des communications entre les réseaux, prenons toujours l'exemple du service HTTP. Dans l'exemple, on suppose qu'il y a un seul routeur entre l'ordinateur du client et le serveur web. Ainsi, le protocole Ethernet transporte les données du client vers le routeur en utilisant comme adresse MAC de destination l'adresse du routeur. Ensuite, le routeur analyse le paquet IP encapsulé dans la trame Ethernet pour savoir l'adresse IP de destination. Ensuite, il encapsule à son tour le paquet IP dans une trame Ethernet en mettant son adresse MAC comme source et l'adresse MAC du serveur comme destination. Enfin, le protocole Ethernet se charge de délivrer la trame au serveur. Supposons maintenant qu'il y a 2 routeurs entre le client et le serveur. Donc, l'ordinateur du client envoie les données via le protocole Ethernet vers le premier routeur. Ensuite, ce routeur analyse le paquet et constate dans sa table de routage que le paquet doit passer par le routeur 2 pour être délivré à sa destination. Donc, il encapsule le paquet dans une trame Ethernet, il l'envoie ensuite vers le routeur 2. Ce dernier se charge de délivrer la trame au serveur. Ce scénario donc est le même quel que soit le nombre de routeurs entre le réseau du client et le réseau du serveur. Intéressons-nous maintenant au format d'une trame IP. Une trame IP se compose de l'entête IP et les données qui viennent de la couche supérieure. L'entête IP fait 20 octets et se compose de différentes zones. La zone version indique la version d'IP utilisée. Aujourd'hui, nous utilisons la version 4, mais la version 6 est déjà très présente sur Internet. La longueur d'entête, LET, indique la longueur de l'entête du datagramme en mode de 32 bits. Le champ type de service devait servir à pouvoir donner une priorité plus élevée que les autres à un paquet, mais cela a été très peu utilisé. La zone longueur totale représente le nombre total d'octets présents dans le datagramme IP. Il est codé sur 16 bits, donc un datagramme pourra avoir une longueur totale de 65 000 octets. Par contre, la taille maximale possible pour une trame Ethernet est de à peu près 1500 octets. Et celle-ci doit pouvoir contenir un datagramme
d'à peu près 65 000 octets, cela ne pourra pas bien marcher. Ainsi, pour remédier à ça, le datagramme doit être fragmenté. Donc, les champs identification, drapeau et déplacement permettent la fragmentation des datagrammes. Ensuite, nous avons la durée de vie, indique le nombre maximal de routeurs à travers lesquels le datagramme peut passer. Donc, il s'agit d'un compteur qui décroît graduellement par incrément jusqu'à 0. À ce moment, le datagramme est supprimé, ce qui empêche les paquets d'être continuellement en boucle. La zone protocole précise le protocole de couche supérieure qui recevra les paquets entrants après la fin du traitement IP. Le champ somme de contrôle de l'entête assure l'intégrité de l'entête IP. Ensuite, l'adresse source et l'adresse destination précisent le nœud émetteur et le nœud récepteur, respectivement. Enfin, la zone donnée contient les données provenant de la couche supérieure. Intéressons-nous maintenant à l'adressage IP qui est l'un des éléments fondamentaux du protocole TCP/IP. Chaque équipement sur un réseau TCP/IP doit avoir sa propre adresse IP. Donc, dans cette partie, vous apprendrez de quoi il s'agit. Sur Internet, les hôtes communiquent entre eux grâce au protocole IP qui utilise l'adressage logique, appelé adresse IP. L'adresse IP version 4 est le plus utilisé actuellement sur Internet. Donc, chaque hôte relié à Internet possède une adresse IP unique au monde. Une adresse IP est un nombre binaire de 32 bits. Cela signifie qu'il est possible de définir plus de 4 milliards d'adresses d'hôtes différentes sur Internet. La principale fonction du protocole IP est de permettre l'établissement des communications entre les réseaux. C'est pourquoi une adresse IP est composée de deux parties. L'identifiant de réseau, le NetID, spécifie le réseau sur lequel un ordinateur hôte peut être trouvé. L'identifiant d'hôte, HostID, spécifie un périphérique présent sur les réseaux selon son identifiant de réseau. Notez que le nombre de bits affectés à la partie machine dépend de la classe d'adresse IP. Pour être identifié facilement et mémorisable, une adresse IP est représentée sous une forme appelée notation décimale pointée. Grâce à cette notation, chaque groupe de 8 bits, appelé octet, est représenté par son équivalent décimal. Prenons par exemple cette adresse IP. L'équivalent en notation décimale est 128 135 192 0. Dans la plage d'adresses de chaque réseau, il existe des adresses IP particulières qui ne peuvent pas désigner une machine. Premièrement, lorsque la partie machine est entièrement à 0, l'adresse désigne le réseau lui-même. Par exemple, sur cette adresse, les 8 premiers bits désignent le numéro du réseau et les 24 restants à 0 désignent aussi le numéro du réseau. Donc, il s'agit du réseau 126 000. Deuxièmement, une adresse avec que des 1 dans la partie machine indique l'intégralité du réseau. C'est l'adresse de diffusion du réseau. Ainsi, un datagramme portant cette adresse sera diffusé à toutes les machines de réseau. Troisièmement, il existe ce qu'on appelle les adresses de rebouclage. Ces adresses ne circulent pas sur le réseau. Ils servent à tester la configuration du protocole TCP/IP sur une machine. Je vous ai dit que le nombre de bits affectés à la partie machine dépend de la classe IP. Donc, en fonction de ça, on distingue 4 grandes classes d'adresses IP. Nous avons la classe A au /8. Il est de la forme suivante. Le premier bit est toujours A0. 7 bits pour la partie réseau et 24 bits sont réservés pour identifier la partie machine. Les adresses de cette classe peuvent varier de 1001
à 126, 255, 255, 254. Donc, du fait que 8 bits seulement sont alloués à l'ID du réseau et que le premier de 6 bits indique que l'adresse est de classe A, seuls 126 réseaux de classe A peuvent exister sur la totalité d'Internet. En revanche, chaque réseau de classe A peut recevoir plus de 16 millions d'hôtes. Donc, les réseaux de classe A sont énormes et sont réservés pour les opérateurs ou les multinationales comme General Electric Company, IBM, etc. Ensuite, vous avez la classe B d'adresse IP. Dans cette classe, les deux premiers octets de l'adresse IP sont utilisés comme identifiants de réseau. Les deux autres comme identifiants d'hôtes. Sur la partie réseau, les deux premiers bits du premier octet doivent être à 1 et 0 pour indiquer que l'adresse est de classe B. De ce fait, plus de 16 000 réseaux possibles, contenant chacun 65 000 machines. Ensuite, dans une adresse de classe C, les trois premiers octets sont utilisés pour l'identifiant de réseau et le quatrième pour l'identifiant d'hôte. Ce dernier n'ayant que 8 bits, chaque réseau de classe C ne peut recevoir que 250 hôtes. Toutefois, grâce à l'ID de réseau de 24 bits, les adresses de classe C autorisent jusqu'à 2 millions de réseaux. Enfin, la classe D est une classe particulière parce que ces adresses sont réservées au envoi en multicast et ne peuvent être que des adresses de destination. Donc, ce tableau récapitule les caractéristiques de chaque classe d'adresse IP. Nous allons voir maintenant les dispositifs permettant de choisir le chemin que les datagrammes vont emprunter pour arriver à destination. Il s'agit des routeurs ayant plusieurs cartes réseau dont chacune est reliée à un réseau différent. Ainsi, dans la configuration la plus simple, le routeur n'a qu'à regarder sur quel réseau se trouve un ordinateur pour lui faire parvenir les datagrammes en provenance de l'expéditeur. Toutefois, sur Internet, les schémas est beaucoup plus compliqué pour les raisons suivantes. Le nombre de réseaux auxquels un routeur est connecté est généralement important. Les réseaux auxquels le routeur est relié peuvent être reliés à d'autres réseaux que le routeur ne connaît pas directement. Ainsi, le routeur fonctionne grâce à des tables de routage et des protocoles de routage. Donc, le routage est le processus permettant à un datagramme d'être acheminé vers son destinataire, quand celui-ci n'est pas sur le même réseau physique que l'émetteur. Le chemin parcouru est le résultat du processus de routage qui effectue le choix nécessaire afin d'acheminer les datagrammes. Les routeurs forment une structure coopérative afin qu'un datagramme transite de routeur en routeur jusqu'à ce que l'un d'entre eux le délivre à son destinataire. On distingue donc deux types de routage principaux. Le routage statique, on entre manuellement une table de routage qui indique la manière d'atteindre les destinataires dans le routeur. Et le routage dynamique. Le routeur gère dynamiquement et construit automatiquement sa table de routage selon des protocoles d'échange entre routeurs, dans le but de construire la meilleure route jusqu'au destinataire. Par ailleurs, Internet est immense et de nouveaux réseaux apparaissent tous les jours. Donc, il est impossible pour un routeur de connaître le plan total d'Internet. D'ici vient la puissance du protocole IP. En effet, une machine n'a pas besoin de connaître le plan exact du réseau mondial. Seule la connaissance des machines proches d'un routeur suffit. De ce fait, on distingue deux formes de remise de datagrammes. La remise directe
transfert du datagramme d'un ordinateur à un autre, c'est-à-dire des ordinateurs faisant partie du même réseau ou sous-réseau, et remise indirecte, les datagrammes doivent passer par au moins un routeur. Alors, quand un paquet arrive sur un routeur, il va lire l'entête IP du paquet pour identifier sa destination. Et il va vérifier dans sa table de routage s'il y a une indication sur le chemin à suivre pour aller sur le réseau de destination. Le routeur peut alors prendre une décision. Soit transférer le paquet directement au destinataire s'il se trouve dans le même réseau que lui, ou bien transférer le paquet à un autre routeur sachant comment arriver au destinataire, ou bien transférer le paquet à un autre routeur défini comme étant le routeur par défaut, auquel effectuer les transferts quand aucun chemin précis n'est indiqué. Sinon, abandonner le paquet s'il n'y a aucune indication précise. Intéressons-nous aux différents types de routage et commençons par le routage statique. On parle de routage statique lorsque, dans chaque routeur, on trouve des indications de routage fixe. Notez que si le réseau est modifié, le routage statique doit être mis à jour. Donc, un routeur est une sorte de carrefour mené de panneaux indicateurs. C'est la table de routage. Le rôle de la table de routage est de déterminer le routeur suivant en fonction de la destination atteinte. Donc, la table de routage contient deux colonnes, la destination et la passerelle. Et il répond à la question: pour atteindre la destination, quel routeur je dois emprunter? Notez que la destination ici ne correspond pas à une machine en particulier, mais à un réseau ou sous-réseau. Il n'y a pas mieux d'un exemple pour bien comprendre le principe du routage statique. Comme vous pouvez le remarquer, ce réseau se compose de plusieurs routeurs connectés à Internet via ce routeur. Ces routeurs interconnectent plusieurs réseaux entre eux. Nous avons les réseaux A, B, C jusqu'à G. Les lettres en minuscules numérotées représentent les adresses IP des interfaces des routeurs. Par exemple, ce routeur a deux interfaces, une connectée au réseau H avec l'adresse IP H1 et l'autre au réseau A avec l'adresse IP A3. Nous allons maintenant construire la table de routage de ce routeur. Donc, à partir de ce routeur, pour aller au réseau BFOK, il faut passer par cette interface, A1. Pour aller au réseau C, il faut passer par l'interface A4. Et pour le réseau D, il faut passer par l'interface E2. Enfin, pour aller au réseau G, H et G ou bien Internet, il faut passer par l'interface A3. Dans la plupart du temps, la table de routage contient une entrée par défaut qui indique au routeur vers quelle interface il faut diriger les paquets dans le cas où le réseau de destination n'est pas explicitement listé. Notez qu'il ne peut y avoir qu'une seule entrée par défaut. Dans notre exemple, nous pouvons remplacer ces lignes par une entrée par défaut. Donc, le routeur va diriger le trafic vers l'interface A3 si le réseau de destination ne figure pas sur la table de routage. Prenons un deuxième exemple. Nous avons 4 réseaux séparés par 3 routeurs. Donc, voici la table de routage pour le routeur B. Le routeur remet directement les paquets qui vont au PC des réseaux 20.00 et 30.000. Et pour atteindre les PC des réseaux 10.000 et 40.000, le routeur redirige les paquets vers les interfaces 20.001 et 30.002 respectivement.
Une table de routage réelle contient en principe 3 colonnes. Destination, gateway et flag. On peut distinguer 3 types de flags. U pour use, indique que la route est en service. G pour gateway, indique que la route est indirecte et doit passer par un autre routeur. H pour host indique une remise directe des paquets. Par ailleurs, le routage statique n'est pas toujours privilégié, parce que dans un environnement complexe, la mise en œuvre du routage statique est souvent difficile à maintenir. Donc, la mise en place d'un mécanisme de routage dynamique permet de faciliter les mises à jour. Ainsi, en routage dynamique, chaque routeur diffuse la liste des réseaux sur lesquels il est connecté. Et en fonction de ces informations, chaque routeur met à jour sa table de routage. Et la mise en œuvre du routage dynamique nécessite des démons de routage, une suite logicielle de routage et un routeur matériel dédié. Et pour pouvoir configurer le routage dynamique sur un routeur, il faut définir un protocole de routage. Ce dernier consiste à définir comment sont échangées les informations de routage et donc à découvrir les autres routeurs du réseau, construire les tables de routage, maintenir les tables de routage à jour, c'est-à-dire inscrire la meilleure route dans la table de routage, détecter les routes qui ne sont plus valides et les supprimer de la table de routage. Parmi les protocoles de routage, on trouve Routing Information Protocol. C'est le protocole à vecteur de distance. Open Shortest Path First. C'est un protocole de routage à état de lien. Ensuite, Intermediate System to Intermediate System. Multiprotocole de routage à état de lien. Enfin, il y a des protocoles propriétaires à Cisco. Dans le cas du protocole REP, chaque routeur annonce périodiquement tous ses réseaux et le nombre de sauts pour y arriver. Chaque machine écoute les annonces des passerelles et actualise sa table de routage. Si au bout d'un certain temps, un réseau n'est plus annoncé, il est supprimé de la table de routage. Donc, quand un routeur reçoit l'information périodique, il ne met à jour sa table que si une distance plus courte vers une destination est trouvée ou si une nouvelle destination est annoncée. Voilà, avec ceci, nous avons terminé cette partie. Intéressons-nous maintenant au principe de sous-réseau. Donc, le découpage en sous-réseau ou sous-réseautage est une technique qui permet à l'administrateur réseau d'utiliser plus efficacement les 32 bits d'une adresse Internet afin de créer des réseaux capables de s'affranchir des limites imposées par les adresses IP de classe A, B et C. Il est ainsi possible de créer des réseaux dont le nombre d'hôtes est mieux adapté aux besoins. Donc, plutôt d'avoir un identifiant de réseau standard de 8, 16 ou 24, un sous-réseau peut avoir un identifiant de n'importe quelle longueur. Donc, pour qu'un sous-réseau fonctionne, le routeur doit savoir comment séparer dans l'adresse IP la partie réseau de la partie machine. Ce petit tour de passe-passe est accompli par un autre nombre de 32 bits appelé masque de sous-réseau. Ainsi, pour la configuration du protocole IP d'une machine, on doit toujours indiquer l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Ce masque se présente sous la même forme qu'une adresse IP, à la seule différence que tous les 1 et 0 sont groupés. Les 1 occupent la partie de gauche et indiquent la partie sous-réseau. Les 0 occupent la partie de droite et indiquent la partie machine. Donc, il suffit ensuite de faire un et logique entre l'adresse de la machine et le masque de ce réseau pour savoir sur quel sous-réseau se trouve la machine. Par exemple, considérons l'adresse IP suivante 139.199.53.7/16.
Donc, en représentation binaire, l'adresse s'écrit comme ceci et le masque s'écrit comme cela. En effectuant un et logique entre ces deux nombres, on obtient l'identifiant du réseau. Donc, la machine est disponible sur le réseau 139.199.0.0. Comme vous l'avez constaté, la partie machine a été masquée pour faire apparaître la partie réseau. Le masque de ce réseau lui-même est généralement représenté en notation décimale pointée. Donc, si l'on considère l'adresse pour chaque classe d'adresse IP, il est possible de déterminer son masque de ce réseau par défaut de manière automatique. Donc, pour la classe A, le masque par défaut est 255.3.0. La classe B a un masque de ce réseau par défaut de 255.255.0.0. Pour la classe C, le masque par défaut est 3.255.0. Et pour mieux comprendre, prenons un deuxième exemple. Donc, la représentation binaire du masque de ce réseau de cette adresse, dans lequel l'ID de réseau est constitué de 16 bits, auquel s'ajoute un ID de ce réseau supplémentaire de 4 bits, est la suivante. Donc, le résultat de l'opération est logique, indique que la machine est disponible sur ce réseau 144.28.32.0. Voilà les quelques restrictions que subissent les masques de ce réseau. Le nombre minimum de bits d'un identifiant de ce réseau est 8. Par conséquent, le premier octet d'un masque de ce réseau est toujours à 255. Le nombre maximum de bits d'un identifiant de ce réseau est 30. Vous devriez réserver au moins 2 bits de la partie de l'identifiant d'hôte dans l'adresse, afin d'autoriser au moins 2 hôtes. Si vous utilisez tous les 32 bits pour l'ID de réseau, il n'en restait aucun pour l'host ID. Les 9 valeurs possibles des octets d'un masque de ce réseau sont 0, 128 jusqu'à 255. Voici maintenant un exercice. Donc, nous avons une société qui possède l'adresse 142.111.00/16. Il a besoin de créer 3 sous-réseaux. Donc, complétez le tableau suivant. Réfléchissez 5 minutes avant de voir la réponse. Donc, voici la réponse. Par ailleurs, toute machine directement connectée à Internet doit avoir une adresse IP globalement unique. Mais toutes les machines ne sont pas directement connectées à Internet. Certains sont cachés derrière un pare-feu. Ainsi, leur connexion à Internet est indirecte. Plusieurs blocs d'adresses IP sont mis de côté à cette fin. Ils sont destinés à être utilisés sur des réseaux privés qui ne sont pas connectés à Internet ou sur des réseaux cachés derrière un pare-feu. Il existe 3 plages de telle adresse récapitulées dans ce tableau. Dès que vous créez un réseau TCP privé, vous devrez utiliser une adresse de l'une de ces plages. De ce fait, on distingue entre réseau public et réseau privé. Dans le réseau public, Internet, chaque équipement connecté doit posséder une adresse unique et enregistrée au niveau mondial. Par contre, dans un réseau privé, le choix des adresses est libre et ne doivent être uniques que dans ce réseau. Donc, pour pouvoir connecter un réseau privé à Internet, vous pouvez utiliser un firewall, pare-feu en français. Le pare-feu utilise la technique de traduction des adresses de réseau pour cacher la véritable adresse IP d'une machine au monde extérieur. Le principe consiste à utiliser une adresse IP globalement unique qui représente la machine sur Internet. Mais derrière le pare-feu, la machine utilise une adresse IP privée du réseau. Ainsi, lorsqu'un paquet franchit le pare-feu, il traduit l'adresse IP privée en adresse publique et vice-versa. Voilà, nous avons présenté le principe et les avantages de ce réseau. En principe, les machines de ce réseau doivent être séparées physiquement par un routeur.
Nous allons voir dans cette partie que ce n'est pas toujours le cas. Avec un VLAN, réseau local virtuel, nous pourrons créer des sous-réseaux regroupés de façon logique et non physique. Comme montre cette figure, les machines sont connectées physiquement sur le même switch. Parmi les avantages des VLAN, on trouve la diminution de domaine de diffusion dans un réseau local. J'ai une question maintenant. Que faire un switch lorsqu'il reçoit une trame de broadcast? Donc la réponse, il va la diffuser sur tous ces ports, sauf sur le port de réception, quelle que soit l'adresse IP. C'est normal, un switch est un équipement de la couche accès réseau. Donc, vous pouvez imaginer un réseau local avec un nombre important de machines. Ce réseau sera perturbé avec les broadcasts, ce qui pourrait poser des problèmes de performance, de gestion et de sécurité. Les autres avantages de VLAN sont la séparation des ports d'un switch pour créer des réseaux différents. Ils ne pourront donc plus communiquer ensemble. La séparation de flux de données entre différents groupes de travail logique. Donc, le seul moyen pour communiquer entre deux VLAN différents est alors de passer par un routeur. En plus de la sécurité offerte par la séparation des réseaux, cela apporte de la facilité de configuration. Si on veut qu'un port passe d'un VLAN à un autre, il suffit de configurer le switch. Voilà, j'espère que vous avez compris à quoi servent les VLAN. Intéressons-nous maintenant au protocole DHCP. Vous le savez maintenant, une adresse IP doit être attribuée à chaque machine pour ses accès au réseau. Cette opération peut être effectuée manuellement par l'administrateur réseau ou bien automatiquement par un serveur DHCP. Donc, une machine a besoin d'au moins 3 éléments pour pouvoir se connecter sur Internet. Une adresse IP, un masque de ce réseau et l'adresse du routeur de sortie, ce qu'on appelle passerelle ou gateway. Et dans le cas d'une configuration dynamique, c'est le serveur DHCP qui se charge de tout ça. Le principe du DHCP est illustré sur cette figure. Lorsqu'une nouvelle machine s'est branchée sur le réseau, elle envoie tout d'abord une trame de broadcast pour réclamer une adresse IP. Ensuite, le serveur DHCP répond à la machine en lui attribuant une adresse IP. Intéressons-nous maintenant à un protocole étroitement lié au protocole IP. ARP pour Address Resolution Protocol, ou bien en français protocole de résolution d'adresse. Ce protocole a un rôle important parmi les protocoles de la couche Internet du modèle TCP/IP, parce qu'il permet de faire la correspondance entre une adresse IP et une adresse MAC. Pourquoi faire? Parce que sur un réseau local Ethernet, deux machines peuvent communiquer si elles connaissent leur adresse MAC respective. Ainsi, lors du premier échange entre deux machines d'un même LAN, si les adresses physiques ne sont pas déjà connues, la solution à ce problème passe par l'usage du protocole ARP. Donc, une machine utilise le protocole ARP pour créer une table de correspondance entre les adresses IP et les adresses MAC de toutes les machines du réseau. Considérons l'exemple suivant, où la machine A souhaite envoyer un message à la machine C. Par conséquent, A consulte d'abord sa table de correspondance pour savoir s'il y a une correspondance entre l'adresse IP de C et une adresse MAC. A trouve rien, donc elle envoie une requête ARP contenant l'adresse IP de C à toutes les machines du réseau. Donc, les machines du réseau B, C, D comparent cette adresse à la leur pour savoir si elles sont destinataires. Ensuite, la machine concernée répond en envoyant son adresse MAC. Ensuite, A met à jour sa table de correspondance. Enfin, A pourra envoyer des messages à C.
Voilà, vous savez maintenant que les machines sont identifiées grâce à leur adresse IP, mais lorsque vous naviguez sur Internet, vous ne manipulez aucune adresse IP, alors qu'ils sont indispensables. Par exemple, pour aller sur le site de recherche Google, vous ne renseignez aucune adresse IP. Vous utilisez à la place une URL, c'est-à-dire une adresse web qui contient un nom renvoyant à la machine qui héberge le site web. Pourquoi? Parce que un nom est beaucoup plus facile à mémoriser qu'une adresse IP. Cependant, même si vous identifiez une machine par son nom, c'est toujours l'adresse IP qui, au final, sera utilisée par les machines pour communiquer. Vous pouvez d'ailleurs faire le test suivant pour vérifier que les adresses IP sont toujours utilisées. Sur cet exemple, j'ai envoyé un ping vers un nom existant. Celui-ci est automatiquement traduit par une adresse IP. Cette adresse IP n'est d'autre que l'adresse de la machine qui héberge le moteur de recherche Google. Notez aussi qu'à la place d'écrire google.fr, dans la barre d'adresse de votre navigateur web, vous pourriez tout à fait écrire son adresse IP. La page s'afficherait dans tous les cas. Par ailleurs, pour envoyer un message vers une autre machine, connaître le nom de la machine destinataire ne suffit pas. La machine source doit obligatoirement indiquer l'adresse IP de la machine de destination sur le paquet à envoyer. Et pour obtenir cette adresse IP, à partir d'un nom, il va demander une machine tierce. C'est le serveur DNS. Donc, DNS pour Domain Name System permet d'établir une correspondance entre un nom de domaine et une adresse IP. Techniquement parlant, le DNS est une base de données qui associe des noms de domaine à des adresses IP. C'est pourquoi le DNS se vend comparé à un annuaire téléphonique qui associe des noms équivalents des domaines à des numéros de téléphone équivalents des adresses IP. Donc, la traduction d'un nom de domaine en une adresse IP est appelée résolution de nom. Cette résolution se passe de manière hiérarchique. En réalité, lorsqu'une machine doit résoudre un nom, elle s'adresse à un serveur appelé résolveur, qui lui-même fait suivre la requête à un ou plusieurs autres serveurs de nom. Donc, le serveur DNS sont organisés d'une manière hiérarchique. Nous avons le serveur racine qui héberge les TLD, comme par exemple FR, COM, etc. Ensuite, les serveurs TLD hébergent à leur tour les noms de domaines comme par exemple Google, Gouv, etc. Enfin, vous trouverez des serveurs hébergeant les sous-domaines. Donc, comme un serveur DHCP, le DNS fonctionne sur le mode client-serveur. Les clients émettent une requête vers un serveur qui leur répond en leur indiquant une correspondance non IP. Pour ajouter cette fonctionnalité à un réseau, il faut donc configurer les clients et le serveur. Le serveur devra être configuré pour répondre aux requêtes des clients qui demandent une correspondance non IP, associer des noms avec des adresses IP. Les clients, eux, auront juste besoin de connaître l'adresse IP du serveur DNS résolveur. Et pour mieux comprendre, voici le scénario de la résolution d'un nom de domaine. Donc, lorsque vous tapez sur votre navigateur google.fr, votre ordinateur demande au serveur DNS résolveur quelle est l'adresse IP de google.fr. Ce serveur demande ensuite l'adresse IP par ordre hiérarchique jusqu'à l'obtention de l'adresse IP de google.fr. Enfin, l'ordinateur établit la communication avec le serveur hébergeant le site google.fr. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Voilà, avec le principe de DNS, nous avons terminé ce chapitre. Nous allons maintenant
terminer les protocoles du modèle TCP/IP par ceux de la couche transport. Nous allons commencer par le protocole TCP. TCP est un protocole connecté. Il permet d'établir une connexion entre émetteur et récepteur. Il existe une phase de création d'une connexion où les deux machines négocient leurs options et réservent des ressources. TCP informe les applications du succès ou bien de l'échec et ensuite contrôle le lien entre les deux machines. Donc sur la machine émetteur, TCP s'occupe de découper les données en paquets et s'assure de leur bonne livraison. La transmission ou bien le routage est ensuite assuré par le protocole IP. Et à l'inverse, sur la machine destination, TCP replace dans l'ordre les fragments transmis sur la couche IP pour reconstruire le message initial. Pour vous rapprocher de l'idée, je vais faire une analogie entre les protocoles du modèle TCP/IP et une entreprise de déménagement. Ainsi, vous pouvez considérer le protocole Ethernet comme les camions et les routes, c'est l'infrastructure. Dans le cas du protocole IP, l'adresse d'une maison joue le rôle de l'adresse IP et le chauffeur plus le GPS joue le rôle du routeur. Enfin, le chef de projet de déménagement jouera le rôle du protocole TCP. Par exemple, il détermine le nombre de camions à utiliser, le nombre optimal de trajets à effectuer en fonction du nombre de cartons, s'assure de la bonne livraison de tous les cartons, place les cartons dans les bonnes pièces, etc. Donc, comme le chef de projet, le protocole TCP est le chef d'orchestre dans la suite TCP/IP. Intéressons-nous maintenant au format d'une trame TCP. Une trame TCP est composée de deux parties, la partie en tête et la partie data. La partie en tête contient toutes les informations concernant le protocole de transport du paquet TCP. Je cite les ports source et destination identifiant le processus source et destinataire sur la machine source et la machine destinataire respectivement. Le numéro de séquence et d'acquittement indiquant le premier octet du segment et le prochain octet attendu respectivement. Les ondes drapeaux indiquent par exemple que le signal est un accusé de réception, la rupture anormale de la connexion, etc. Le champ de données contient la séquence d'octets transmis par l'application. C'est les données d'utilisateur. Nous allons voir maintenant comment une communication TCP s'établit entre deux machines. Donc, lors d'une communication à travers le protocole TCP, les deux machines doivent établir une connexion. La machine émettrice est appelée client, tandis que la machine réceptrice est appelée serveur. On dit qu'on est alors dans un environnement client-serveur. Ainsi, les machines dans un tel environnement communiquent en mode connecté, c'est-à-dire que la communication se fait dans les deux sens. Le scénario de cette communication se déroule en trois phases. L'établissement de la connexion, le transfert de données et la fin de la connexion. Le client envoie un message pour établir la communication. Si le serveur est disponible, il répond positivement à la demande. Après ça, le client commence à envoyer les données encapsulées dans des paquets. Ensuite, le serveur envoie un accusé de réception de tous les paquets. Enfin, les deux machines se mettent d'accord pour fermer la connexion. Analysons maintenant ce qui se passe dans ces trois phases. Donc, la phase de connexion s'établit en trois étapes. Le client qui désire établir une connexion avec un serveur va envoyer un premier paquet de synchronisation au serveur. Le numéro de séquence de ce paquet est un nombre aléatoire que j'ai noté par X. Le serveur va répondre au client à l'aide d'un paquet type synchronisation acquisition. Le numéro d'acquisition est égal au numéro de séquence du paquet précédent incrémenté par 1, tandis que le numéro de séquence du paquet est un nombre aléatoire que j'ai noté par Y. Pour terminer, le client va envoyer un paquet acquisition. Le numéro de séquence de ce paquet est défini selon la valeur de l'acquittement reçu précédemment et le numéro d'acquisition est égal au numéro de séquence du paquet précédent incrémenté par 1. Donc, une fois
le handshake effectué, une communication en full duplex est maintenant établie entre le client et le serveur. Ensuite arrive la phase de transfert de données. Pendant cette phase, la robustus et la fiabilité de TCP est assurée par les numéros de séquence permettent d'ordonner les segments TCP reçus et de détecter les données perdues. Les sommes de contrôle permettent la détection d'erreurs. Les acquittements ainsi que les temporisations permettent la détection des segments perdus ou retardés. Voici un exemple d'échange de segments entre deux machines A et B. Enfin, la phase de terminaison d'une connexion utilise un handshaking en 4 temps. Chaque extrémité de la connexion effectuant sa terminaison de manière indépendante. Le client envoie un segment pour mettre fin à la connexion. Le serveur acquise bonne réception de cette demande. À son tour, le serveur envoie un segment pour mettre fin à la connexion. Le client répond aussi positivement à la demande. Nous avons vu sur une trame TCP, 2 zones indiquent les ports utilisés à l'émission et la réception. Ces ports sont associés aux différents services proposés par la couche application. À titre d'exemple, le protocole HTTP utilise le port 80. Intéressons-nous maintenant au principe du protocole UDP. UDP signifie User Data Protocol. C'est un protocole de transport non orienté connexion, donc moins robuste et moins fiable que le protocole TCP. Il est sur la couche transport comme le TCP. Il est simple à mettre en œuvre et plus rapide que TCP car il n'y a pas de connexion à gérer, ni garantie de bonne livraison des paquets. UDP ne permet pas le séquencement de données, donc les datagrammes peuvent arriver dans le désordre. Ainsi, ce protocole convient bien à un environnement de réseau local où la probabilité de dispersion des données est faible. Il est utilisé également pour des applications de commande-réponse tenant dans un seul datagramme. La trame UDP contient beaucoup moins de zones par rapport à une trame TCP. Nous avons la partie en tête constituée de 4 zones, puis la partie data. Voilà, avec cette partie ou bien ce chapitre, nous avons présenté tous les protocoles de la suite TCP/IP.